Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Valérie Royard, directrice des communications de l'Université du Québec. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre rencontre des dirigeants et remise des prix d'excellence, des remises des médailles de l'Assemblée des gouverneurs et la nomination au Cercle d'excellence, les nominations au Cercle d'excellence. Tout d'abord, un bref historique des prix d'excellence. Les prix d'excellence ont été instaurés par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec pour faire ressortir l'importance de la recherche, de l'enseignement et de la gestion. Pour l'attribution de chacun de ces prix, des jurys indépendants ont été formés. Cette année, 5 lauréats seront récompensés. Un prix d'excellence en recherche et création sera remis à un professeur s'étant illustré pour ses réalisations. Il recevra une bourse de 15 000 $. De plus, un prix d'excellence en recherche et création sera remis à un professeur pour l'ensemble de sa carrière. Il recevra également une bourse de 15 000 $. D'autre part, 2 prix d'excellence en enseignement seront accordés cette année à 2 lauréats ex aequo reconnus pour l'ensemble de leur carrière. Ils recevront tous les deux une bourse de 15 000 $. Enfin, un prix d'excellence sera décerné en gestion dans la catégorie réalisation. Il s'accompagne d'une bourse de 10 000 $. Un montant total sera donc remis à nos lauréats, un montant de 70 000 $. Tout comme l'an dernier, José Thibault, journaliste émérite, qui est maintenant une habituée de nos rencontres des dirigeants et que vous voyez régulièrement au téléjournal de Radio-Canada, sera notre animatrice pour nous faire découvrir nos lauréats sous une facette un peu plus personnelle, un peu plus humaine. Donc, je vous rappelle que notre animatrice est une diplômée de l'Université du Québec à Montréal. Oui. Alors, je cède tout de suite la parole à Mme José Thibault. Bonjour à tous et bien évidemment merci d'assister encore une fois à cette remise qui prend une allure particulière cette année parce qu'évidemment c'est le 40e anniversaire de l'Université du Québec et ça se conjugue bien avec le 400e anniversaire de Québec. C'est vraiment très intéressant. Donc, ça va se faire sous la formule de ce qu'on peut appeler des entrevues dirigées. Pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est peut-être un titre qui peut avoir l'air étrange ou rébarbatif, mais c'est pour mieux connaître les lauréats par le biais d'une entrevue que je vais diriger vers la possibilité pour vous de connaître ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont reçu le prix, leur travail, leur réalisation. Donc, c'est une entrevue qui est positive. Il n'y a pas de hot seat ici, comme on dit dans notre métier, qui vise à déstabiliser les gens ou à les mettre dans l'embarras. Au contraire, je souhaite que vous soyez tous très à l'aise avec ça. Sans plus tarder, j'invite donc celle qui reçoit le prix d'excellence en recherche et création au volet réalisation, donc Mme Catherine Laprise, à me rejoindre ici. Moi, j'ai un petit micro sans fil. Si vous êtes plus à l'aise en le prenant dans vos mains, on tire dessus. Voilà, c'est plus simple. Sinon, j'ai mon petit chronomètre qui fait que je vais essayer d'être égale pour tout le monde, c'est-à-dire que même s'il y en a qui ont envie de parler plus longtemps, ils ne pourront pas. Voilà, il y en a parfois. Alors, celle qui obtient le prix d'excellence en recherche et création, volet réalisation, est sans nul doute le genre de professeur et de chercheur que les universités qui sont situées en région rêvent non seulement d'attirer, mais aussi de retenir. Ces travaux sont aussi la preuve qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de s'expatrier pour poursuivre une carrière de chercheur de haut niveau. Madame Laprise, dans un premier temps, si vous nous disiez, s'installer en région, ce n'est pas peut-être un choix évident pour une jeune chercheure. Vous, pourquoi vous avez choisi l'UQAC? Je répondrai d'abord qu'il y a une question de tempérament. J'ai toujours eu un tempérament très leader. Alors, m'installer dans un grand centre, ça me donnait la position d'un chercheur junior qui devrait être sous l'aile d'un senior et donc avoir un créneau de recherche dirigé
par quelqu'un d'autre un peu. Le fait de venir en région me permettait d'avoir beaucoup plus de liberté dans mes choix de recherche, dans mes projets aussi. Ça me donnait aussi un aspect novateur qui était très intéressant parce que la recherche que j'ai développée n'était pas en place au Saguenay, à Chicoutimi. Donc, pour moi, ça me donnait vraiment beaucoup de liberté. Alors, cet aspect-là, je le trouvais intéressant. Puis aussi l'accès à une multidisciplinarité parce qu'il y avait beaucoup de créneaux distincts. Mais ça ne vous obligeait pas à être un peu plus imaginatif pour obtenir, par exemple, les subventions de recherche qui sont nécessaires à ce travail-là? Oui, mais aussi ça oblige à être beaucoup en réseau. Puis actuellement, la recherche, de toute façon, les organismes subventionnaires nous demandent d'être organisés, structurés en réseau beaucoup. Alors le fait d'être en région ou ailleurs me demandait cet aspect-là. Et puis moi, je l'avais déjà beaucoup développé en étant au postdoctorat. Alors j'avais déjà beaucoup de collaborateurs un peu partout et j'étais sur le réseau en santé respiratoire. Donc les collaborations étaient bien établies. Les chercheurs avec qui je travaille, ont continué de travailler avec moi même si j'étais à Chicoutimi. Puis ça m'a permis aussi d'étendre ces collaborations-là sans trop de difficultés. Et si vous nous disiez qu'est-ce que les bisons ont à voir dans votre champ de recherche? C'est très intéressant parce que la plupart des gens ici assis après-midi sont allergiques aux bisons, mais ils ne le savent pas. Non, c'est pas vrai. En fait, plus sérieusement, c'est que j'avais commencé une maîtrise sur le bison d'Amérique après mon baccalauréat en biologie. Et j'ai fait cette maîtrise-là pendant environ 5 semaines pour me rendre compte que moi-même, j'étais allergique aux bisons. Alors, ça ne fonctionnait pas du tout. J'avais les yeux, je faisais de l'asthme. Et puis, en plus, un bison, honnêtement, c'est pas plus intéressant qu'une vache. À part le look, là, c'est vraiment pas plus original, plus gros. Alors, j'ai eu la chance d'être allergique aux bisons et de pouvoir changer de projet de maîtrise, parce que j'avais fait également une demande à l'hôpital Laval avec le docteur Louis-Philippe Boulay en pneumologie. Donc, j'ai dû changer mon plan de carrière assez rapidement. Et donc, vous êtes allé vers la génétique de l'asthme. Oui. Et ça, comment vous nous décririez donc votre champ de recherche? Assez brièvement, je dirais qu'il y avait 2 défis. Le premier défi, c'était la génétique qui était pas encore bien implantée au Québec. Et puis, moi, j'avais rencontré le docteur Thomas Hudson, qui était au MIT à l'époque, et qui avait le souhait de venir développer cet axe de recherche-là ici au Québec. D'ailleurs, c'est à lui qu'on doit le Centre d'innovation de Génome Québec. Alors, il m'a offert, lors d'une présentation, de faire un post-doctorat après mon doctorat. Et puis, moi, ça avait déjà allumé un peu une étincelle. Puis, j'en avais parlé à mon directeur de maîtrise à l'époque, et puis il m'avait dit, si tu veux transférer en génétique au doctorat, ça va nous prendre un co-directeur pour te diriger mieux, parce que lui était un pneumologue en clinique. Et puis, ça, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il n'y en avait pas d'établi. L'asthme, c'est en fait une maladie qui touche beaucoup de gens, 10 à 15% de la population. De plus en plus, on dirait d'ailleurs. Ou c'est de plus en plus diagnostiqué rapidement, pour une sévérité moindre aussi, c'est peut-être une possibilité, mais il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'on voit une prévalence accrue d'asthme aujourd'hui. Mais en fait, brièvement, là, c'est ça. Je trouvais que la génétique, c'était intéressant parce que c'était nouveau, et puis ça me donnait beaucoup d'espace. 2, l'asthme, ça touchait beaucoup de gens, donc je me disais que j'aurais sûrement plus de chances d'obtenir des subventions de recherche, puis plus de chances d'avoir de l'ouvrage. Et est-ce que le fait qu'au Saguenay, vous et moi le savons parce qu'on vient toutes les deux de Chicoutimi, il y a une prévalence génétique, en fait, est-ce qu'on peut appeler ça une prévalence génétique? C'est peut-être plus une homogénéité génétique, qui est une cause de maladie dégénérative. Est-ce que ça aussi, ça a eu une influence dans vos choix de recherche et le choix de votre installation là-bas? Pour répondre à ça le plus honnêtement possible, d'abord, quand j'ai commencé mon postdoctorat, il fallait construire un échantillon familial parce qu'on n'avait pas d'échantillon québécois d'asthme pour étudier la génétique. Alors, ça a été la première étape de mon postdoctorat. Le choix du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été en fait vraiment pour la structure génétique, le pool génétique des gens qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais pas parce qu'il y a plus de maladies génétiques ou parce qu'il y a plus de défauts génétiques, mais simplement à cause de l'histoire de cette population-là, qui est une population assez jeune, d'environ 25 générations. Et nous, en génétique, ça nous aide beaucoup parce que ça fait des blocs d'ADN, c'est-à-dire des grands bouts d'ADN que les individus partagent, qui sont plus longs que dans d'autres populations. Et donc, ça nous permet de cribler le génome à des espaces plus grands que si on prend une population plus cosmopolite. Alors, d'un trait complexe, ça facilite un peu le travail. Et est-ce que jusqu'à maintenant, justement, vous avez réussi à trouver des choses, là je dis des choses sans
parce que je suis incapable de dire ce que ça peut être, qui vous ont permis peut-être d'avancer pour aider les gens à mieux comprendre la génétique de l'asthme et peut-être trouver des solutions aussi pour les maladies qui sont déjà liées à ça? Au Saguenay, en ce moment, en asthme, on est très bien positionné. On a l'une des meilleures populations du monde pour étudier l'asthme, et elle est très bien reconnue, notre échantillon. On a aussi travaillé avec Allergène, qui est un réseau canadien, où on a uni tous les échantillons canadiens. Avec ça, on a trouvé 156 gènes dans notre génome qui sont associés à l'asthme en termes de susceptibilité, ça veut dire que ça augmente le risque, ou de protection. Donc, ça protège à développer l'asthme et l'allergie. On a trouvé aussi avec des études d'expression, ça c'est plus l'expression des protéines, vraiment des voies biologiques nouvelles qui pourraient être intéressantes pour développer des nouvelles thérapies. Alors, en asthme, on a trouvé ça. Puis, étant donné qu'on est implanté au Saguenay, bien, ça nous a forcé un peu à développer d'autres projets sur des maladies qui sont plus, on va dire, autosomales récessives. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est un gène qui cause la maladie. Alors, c'est complètement différent, mais ça nous a forcé dans notre labo à développer des projets là-dessus sur des maladies de ce modèle-là, comme la mucolipidose et l'épidermolyse. Puis en mucolipidose, on a identifié la mutation, puis en épidermolyse, on essaie de trouver une thérapie. Donc, ça avance, c'est ça qu'on peut dire. Très bien. On a parlé de recherche, on n'a pas beaucoup parlé d'enseignement. Est-ce que l'enseignement conserve une bonne place à côté de vos recherches? Parce que là, vous en parlez avec tellement de passion. Si on compare aux jeunes chercheurs qui sont au même niveau que moi dans leur carrière, j'enseigne environ 4 fois plus qu'eux. Toutes les universités confondues. J'enseigne à la maîtrise en génétique des populations. J'enseigne au baccalauréat. Alors, je suis responsable du cours de génétique générale. Je suis responsable du cours de pharmacogénétique, de génétique médicale et de génétique communautaire. J'enseigne également, je suis responsable du tutorat 2 du nouveau programme de médecine qui est une extension de Sherbrooke à Saguenay. Je suis responsable des tuteurs 2 et j'enseigne des cours en visioconférence de génétique pour les médecins. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à être une jeune chercheure dans une université en région. Bien, c'est un peu un désavantage dans le sens où il y a 24 heures d'une journée pour tout le monde. Alors, on compétitionne avec les mêmes chercheurs, ça nous met une tâche qui est un peu plus lourde. Mais jusqu'à maintenant, j'ai démontré que ça ne m'avait pas nuit. Puis moi, l'enseignement, ben, je ne pourrais pas faire une croix là-dessus non plus parce que j'aime beaucoup ça. En fait, que ce soit réduit un peu, ça fait bien, parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'avec ma chaire de recherche du Canada, je suis un peu libérée de l'enseignement, donc j'enseigne moins. Mais donc, si je n'avais pas ça, ce serait peut-être plus difficile. Mais avec ça, ça va bien. Madame Laprise, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je vous présente maintenant le lauréat dont la pré-entrevue me semblait la plus difficile au premier abord, non pas en raison de la personne elle-même, mais plutôt de son champ d'études, les lasers femtosecondes et la photothérapie. Ce n'est pas ce qu'on appelle des champs de connaissances générales. Alors, il a réussi quand même à expliquer à la profane des sciences appliquées, si c'en sont, ce que c'était. Donc, M. Jean-Claude Kieffer, si vous voulez bien venir, vous êtes le lauréat du prix d'excellence en recherche et création volet carrière. Bien humblement, M. Kieffer. Je vais y aller, vous avez simplement tiré dessus, avec ce qu'un de mes collègues animateurs à ces heures dit parfois avec la question qui tue. Qu'est-ce que c'est un laser femtoseconde? Ah ben là ça, c'est pas la question facile. J'ai bien compris ça. Hein? Mais je suis né avec le concept d'inversion de population, donc c'est normal que je fasse du laser. Si on pense que l'imaginaire des hommes est éventuellement mis en forme par la technologie qu'ils maîtrisent, donc j'ai maîtrisé le laser, mais je ne maîtrise pas la cocotte minute, hein, je vous le dis tout de suite. Tout est possible. Donc j'ai un imaginaire de lumière, et le laser, c'est de la lumière qui est très directionnelle, qui se propage à travers l'atmosphère, et qu'on utilise pour l'imagerie médicale, qu'on utilise pour la transmission de données. Aujourd'hui, c'est devenu un outil qui est un outil dans la vie de tous les jours, mais c'est aussi un outil de recherche clinique, un outil pour la physique des particules. C'est ça, parce que ce laser dont je parlais, il est très particulier, il est très rapide. Alors, effectivement, il y a des lasers, le laser à 40, 45 ans, mais le laser à impulsion très courte existe depuis juste une vingtaine d'années. Donc, on pourrait dire que ce qui m'intéresse, c'est l'instant. Je suis un homme de l'instant. Et sur des temps de plus en plus courts, l'idée de faire une stroboscopie de la matière et de regarder la matière danser. On fait du cinéma de molécules
au lieu de faire du cinéma normal. Enfin, on fait un peu la même chose, mais on ne fait pas sur la même échelle de temps et pas avec les mêmes acteurs. D'ailleurs, vous m'avez dit qu'il y avait quand même plusieurs applications déjà qui étaient possibles, des applications très, très concrètes, et qu'il y en a d'autres qui s'en viennent et que ça va être encore mieux, compte tenu de vos recherches, là, de ce que vous avez réussi Alors, à on a aujourd'hui réussi à implanter le laser femtoseconde en milieu hospitalier. Il y a des outils qu'on a mis en place dans les dernières années à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, par exemple, sur un programme de chirurgie de la cornée. Le laser, on l'utilise comme un scalpel. On utilise la lumière pour découper, pour faire du micro-usinage, et en particulier du micro-usinage de la cornée, pour s'affranchir des banques de données, de donneurs, et effectivement aller vers une thérapie moderne. On l'utilise aussi pour accélérer des protons, et il y a là, sur un moyen terme, des technologies extrêmement intéressantes pour la protonthérapie. Il n'existe pas de programme de protonthérapie au Canada. Il y en a en France, il y en a en Europe et au Japon. Donc ce sont des outils modernes qui pourraient permettre de sauver des vies et d'être des outils pour contre le cancer, en fait. Donc ça, c'est des applications pratiques, réelles, qu'on a développées à l'INRS dans les dernières années. Et pour vous, c'est important, ça, la notion d'utilité appliquée à la... Oui, moi je pense, en fait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et mon itinéraire personnel en recherche est une suite de rencontres avec des gens qui voulaient faire de la recherche quelque chose d'utile et avoir des champs de recherche très utiles. Le premier, je ne vais pas tous les nommer, mais je vais en nommer quelques-uns. Le premier s'appelait René Pelat, il a été au commissariat énergie atomique, et c'était un homme de l'énergie. Le deuxième s'appelait Henri Pépin, et c'est lui qui m'a amené ici il y a 30 ans, jour pour jour. Donc moi aussi j'ai un anniversaire, et je suis très fier de recevoir ce prix en passant quasiment 30 ans après mon arrivée à l'Université du Québec, puisque je venais faire des études de doctorat à l'INRS. Il y a Mohamed Chaker, avec qui j'ai cheminé, et puis il y a aussi quelqu'un qui a su donner une vision scientifique, enfin une vision politique à la science, qui s'appelle Pierre Lapointe, qui est le directeur général de l'INRS, à travers des programmations et des programmes de recherche très appliqués, avec des retombées et un arrimage à des besoins du Québec et à des besoins socio-économiques du Québec. Vous m'avez dit aussi que, parce que ça semble extraordinairement intéressant pour l'avenir, mais que vous êtes aussi en compétition avec d'autres sortes de technologies. Est-ce que vous pourriez donc travailler sans que ce soit finalement une technologie qui va pouvoir être encore meilleure, encore utilisable plus tard? Toute nouvelle technologie ne s'implante pas nécessairement. Même si elle apporte des bénéfices, les coûts sont un élément fondamental. Donc il y a des compétitions avec des technologies qui sont moins coûteuses, peut-être moins performantes, mais qui pourraient s'implanter plus vite. Donc le défi des technologies laser, c'est de gagner des marchés. On est confronté à ces défis de transférer ces technologies, de la valoriser, de créer des petites compagnies, des PME, et effectivement de voir s'il y a des perspectives économiques par rapport à ces nouvelles technologies, mais ce n'est pas évident. Mais est-ce que ça vous désole ou est-ce qu'il faut vivre avec? Ça fait partie de la vie du chercheur. En fait, on pousse des technologies. Une démonstration négative est aussi intéressante qu'une démonstration positive. Donc, est-ce que vous trouvez d'ailleurs qu'il y a suffisamment de recherches qui se font dans des domaines aussi sciences appliquées que le vôtre, ici au Québec, au Canada aussi? Alors, il y a beaucoup de recherches en sciences appliquées. Ce que je regretterais, par exemple, c'est que ce sont des recherches qui sont des recherches à très haut risque. C'est-à-dire elles sont quand même en amont des applications. Et aujourd'hui, au Québec et au Canada, on est confronté avec une absence de soutien, que ce soit politique d'ailleurs, et financier, pour des programmes de recherche qui vont cheminer de très loin en amont vers la valorisation, sans aller jusqu'au transfert. Mais toutes les étapes de faisabilité, de démonstration. Et c'est un peu dommage que... C'est trop long? Parce que c'est trop long? Les gens ne voient pas la finalité? Non, je pense que c'est simplement une culture, une volonté politique et une culture d'avoir des retombées sur un très très court terme. Alors effectivement, peut-être que c'est trop long, mais ça reste un moyen terme qui, du point de vue socio-économique, est extrêmement important. Et là, vous allez continuer à faire des recherches. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser
au cours des prochaines années pour que ça ait un impact bien précis? Alors, il y a un des objectifs qui serait vraiment intéressant, c'est de démontrer que ces outils pourraient permettre une détection précoce du cancer du sein. Donc, on les utilise pour produire des rayons X actuellement, et l'idée, ce serait d'avoir des sources de rayonnement X permettant de gagner en spécificité et en sensibilité sur la détection des microcalcifications dans les tissus. Et ça, c'est un des premiers objectifs. L'autre objectif, qui est un peu plus un rêve, ce serait de regarder la matière en dynamique sur des échelles femtosecondes et à partir de cette dynamique de comprendre la fonction. Je pense qu'un très grand biologiste avait dit que la structure permet de remonter à la fonction, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la dynamique et il faut à tout prix comprendre la dynamique sur diverses échelles de temps pour arriver aussi à en comprendre la fonction. J'aurais peut-être une petite dernière question, peut-être un peu plus personnelle. Vous m'aviez dit au téléphone que vous vous considériez comme quelqu'un d'exotique. Que vouliez-vous dire? Je suis exotique par les travaux que je mène. Je suis exotique parce que je suis un Français qui est arrivé il y a 30 ans au Québec. Mais non, le sujet est exotique. Peut-être que la façon dont je le pense est aussi un peu exotique. Bon, vous avez l'air assez poète aussi à vos heures. Oui, peut-être. Merci, M. Kiepper. Avec plaisir. Maintenant, le professeur qui obtient cette année le prix carrière en enseignement œuvre à l'école de design de l'UQAM depuis 1977. D'ailleurs, on aurait pu s'y croiser tous les deux si le département de communication avait refusé ma candidature. Designer, consultant, personnalité publique, en raison de plusieurs contributions médiatiques, actuel directeur du programme de design graphique, mais surtout enseignant, apprécié de ses étudiants et réputé par sa forte personnalité. J'invite M. Frédéric Metz à venir me rejoindre. Bonjour. Quand on s'est parlé en vue de cette entrevue, vous vous souviendrez que je vous avais demandé de me dire un peu qu'est-ce qui vous caractérisait. Ça vous avait un petit peu surpris, mais là, je vous repose la même question. Vous avez dû y penser depuis? J'ai absolument rien pensé. Alors, si vous aviez à vous décrire de manière caractéristique. Ce matin, ce qui me caractérise, c'est que ce matin, je déambulais dans les rues de Québec et j'ai mitraillé tous les logos du 400e pour la préparation de mon prochain cours sur les marques au mois d'octobre. Ça me caractérise, c'est-à-dire qu'à chaque voyage, je fais 1000, 2000 photos pour être sûr d'avoir la bonne photo qui expliquera exactement une problématique à mes étudiants. Est-ce que vous vous considérez à ce moment-là plus comme un artiste ou comme un pédagogue ou un peu des... Dans le cas de l'UQAM, pas artiste du tout. Non? Non. Très pédagogue, paraît-il. Et surtout un individu qui fait poser des questions aux étudiants. Alors, je leur pose toujours des questions pour qu'ils se posent des questions, pour qu'ils aient des réponses un jour. Êtes-vous aussi un bon vulgarisateur? Je pense que oui. Ouais, c'est peut-être important aussi? C'est très important d'expliquer avec des choses très simples qu'est-ce que c'est que le design, parce que, bon, ici, on n'a pas un bel exemple de design, n'est-ce pas? Donc, on essaye... C'est pas personnel? C'est pas moi qui l'ai fait. Non, mais... Enfin, en fait, d'ailleurs, j'avais une question dans ce sens-là. Le design, c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux pour bien des gens. Ça peut être des objets, des meubles, des vêtements, des affiches, à peu près n'importe quoi, mais ça peut être aussi des concepts, ça peut être des idées. Est-ce que c'est difficile de faire saisir ce qu'est le design aux gens, que ce soit étudiants ou dans une salle comme ça? Oui, c'est loin d'être facile, ça c'est vrai, parce que c'est un terme qui a été galvaudé énormément. Maintenant, tout est design, une salière, un bouquet de fleurs est design, un meuble est design, une affiche est design. Donc moi, je suis plutôt concentré sur le design graphique, mais quand on va du côté tridimensionnel, souvent c'est plus facile pour expliquer à n'importe qui qu'est-ce que c'est qu'un objet design, pourquoi il a une réflexion en arrière de ça. C'est pas seulement l'esthétique, c'est beaucoup plus d'y avoir réfléchi avant pour un résultat qui va direct au but, sans tralala, sans fourriture, sans choses superficielles, sans choses inutiles. Et c'est ça qui est très difficile, parce que l'être humain, il aime les choses inutiles et artificielles et enjolivées.
Et ça, est-ce que c'est difficile à faire saisir? C'est très difficile à, on dirait, nettoyer l'esprit. C'est ça le problème. C'est de faire comprendre qu'on peut, à partir d'une ligne ou d'un point ou d'un petit geste, faire tout comprendre le message qu'on veut passer. Les gens sont bavards? D'une façon graphique, oui. Oui, je parlais Oui, en termes... énormément. Ils sont bavards, ils en mettent trop, donc on perd l'attention au lieu de focusser sur un point puis aller direct au but. Et à ce moment-là, c'est ce qui fait en général dans le monde des affiches, par exemple, les meilleures affiches, c'est parce qu'il y a un thème, un sujet, une chose qui attire notre attention. Si on dit que le jus d'orange, il est bon le matin, qu'il y a des vitamines, qu'il faut en prendre souvent, puis qu'on a aussi la version en jus de citron, ben là, vous perdez l'auditoire. Et est-ce que, au fil des ans, puisque ça va faire 30 ans, est-ce que vous avez dû adapter votre enseignement au fil de l'évolution de la société québécoise et de vos étudiants aussi qui ont dû changer avec les années? Ben oui, c'est sûr que tout le monde change, une chance. Disons que j'ai aussi changé dans mon enseignement puisque j'ai commencé à faire des ateliers de 20 étudiants environ. Donc, on est très proches à ce moment-là. On les fait travailler sur des maquettes, sur des produits. Et maintenant, j'enseigne plutôt à 200, 250 personnes. Donc, c'est des conférences. Donc, le public est déjà différent. Et c'est toujours dans le but d'essayer de faire évoluer la société. On essaie de trouver les moyens. Et oui, les individus ont changé, les étudiants ont changé, parfois en mieux, parfois en moins bien. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de connaissances générales. Avec Internet, on apprend les choses beaucoup plus rapidement. Mais en même temps, on devient beaucoup plus superficiel. Et est-ce que vous avez dû à ce moment-là développer une méthode d'enseignement pour essayer de retenir leur attention, justement, ou de les intéresser un peu plus profondément à ce qu'est le design graphique? Oui, bien, quand on offre des cours, en général, j'en offrais toujours à 60 personnes, donc nos propres étudiants, puis maintenant à 200, c'est de rendre la chose très dynamique pour garder l'attention plus que 8 minutes. Oui. Alors oui, en réalité, je fais des shows, c'est ça. Voilà. C'est un peu ça. Avec musique, je mets énormément de diapositives. Dans 3 heures, il y a environ 500 diapos qui passent, et vidéos, objets tridimensionnels, et voilà, quoi. Donc, vous avez dû développer une méthode pour intéresser les étudiants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça devient de plus en plus difficile, mais on réussit, et puis, ne serait-ce que les faire arriver à l'heure. Oui, je lisais d'ailleurs dans votre présentation pour le prix que vous avez même à un moment imposé un cours de politesse, ou en tout cas la lecture d'un livre de politesse. Tout à fait. C'est un livre de Louise Masson qui est Et ils n'ont pas aimé, hein? Madame Étiquette. Non, ils ont adoré, c'est pas vrai. Non? Il y a quelques lascars qui ont chialé, mais le reste pas du tout. Ils ont trouvé ça très sympathique, et ce qui avait été développé par les médias, c'est que ils avaient une note pour ça. Et ils trouvaient ça invraisemblable qu'un prof de design fasse lire un livre de savoir-vivre et de bienséance, et que ça n'a aucun lien avec le design. Or, la bienséance a un lien avec n'importe quel endroit sur la Terre, que ce soit comment se tenir à table, ou comment dire bonjour, ou comment arriver à l'heure dans un cours. Et est-ce que c'est exact aussi qu'on n'a jamais demandé de révision de notes? Oui. Le prof idéal. Ou alors parce que vous êtes trop bon? Non, je suis pas bon du tout. Au contraire. Trop bon pour l'étudiant? Je mets rarement un A et un A+, alors peut-être j'en ai mis 10 dans ma vie. Donc, c'est plus parce que les étudiants avaient la sensation que vous aviez... Mais des compliments dans ce sens, j'en ai eu un une fois dans ma vie d'extraordinaire. J'avais mis un échec à un étudiant, et l'étudiant était venu me voir à Noël et m'avait dit « Monsieur Metz, c'est pas drôle d'avoir un échec, mais je suis tellement content de revenir l'année prochaine. » J'ai tiré de votre présentation, d'ailleurs, une citation qui vient de l'Institut de design de Chicago, où les finissants disaient croire que le design est une partie des arts, des sciences et des sciences humaines, et ce n'est pas un sous-produit du marketing ou de l'ingénierie. Ce qui me fait penser, est-ce que vous avez dû donc, comme prof de design, combattre des préjugés? Oui, c'est sûr qu'il y a des préjugés. C'est ça. Disons ça s'adresse plus au tridimensionnel, donc au design d'objets, que je n'enseigne pas en tant que tel. Je donne mes opinions là-dessus souvent, mais c'est pas ma matière. Et oui, les préjugés sont partout, absolument. Et comment on fait pour les combattre à ce moment-là? Ben, par des exemples, par des explications, c'est un peu ce que je disais au début. Mais
Pourquoi faut-il les combattre? Est-ce que les gens sont rébarbatifs? Ils veulent croire ce qu'ils ont déjà devant eux? C'est parce que la solution facile de l'être humain, c'est toujours d'être dans son fauteuil habituel, style faux Louis XV, et de ne pas penser qu'on peut faire autre chose. C'est ça. Alors qu'il y a plein d'autres possibilités sur la Terre, dans tous les domaines, et de changer ses propres habitudes. Donc, si on ne change pas ses propres habitudes, ben, on devient rébarbatif et ennuyant. Et le produit, si on parle de produit, par exemple, ben, ça va moins bien, il n'y a pas de nouveauté. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose, une étoile, un sparkling qui sorte, sinon c'est plate à mort, la vie. Et là, vous allez donner votre dernier cours cet automne? C'est effrayant, hein? Ouais. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas été votre étudiante. Vous pouvez le devenir. Ça sera la dernière fois. Mais oui, cet automne, c'est la dernière fois. Et comment vous envisagez ça? Ah ben comme toujours, pareil. Vous voyez, j'ai fait des diapos aujourd'hui. Donc, toujours le même principe d'essayer de trouver les dernières choses. Je dis toujours c'est un avantage, un désavantage. J'ai toujours rêvé d'être historien d'art parce que je pourrais me montrer le même diaporama chaque année. Mais nous, c'est pas gentil. Mais moi, malheureusement, le logo du 400e, ben, c'est cette année que je peux le montrer. L'année prochaine, il sera un peu plate. Puis dans 10 ans, par exemple, ça va être une référence historique. Donc, c'est toujours surprenant. On est toujours obligé de se remettre à jour, de changer, parce que malheureusement, ne serait-ce que dans les logos, les compagnies ont la mauvaise habitude de changer de logo tout le temps. Alors, mes diapos de Belle de l'année passée, elles sont plus bonnes. Je suis bon pour toutes les refaire. Peut-être une dernière question, vous me faites penser à ça, sur le 400e. Il est comment, le logo du 400e? Beaucoup de gens l'ont critiqué. Hein? Ah, attention, là. Je vais recevoir des tomates. Ben, au départ, c'est un logo qui est très beau, mais l'utilisation a été très mal faite. On sent qu'il n'y a pas eu de direction dans l'utilisation. Alors, ces petits rubans auraient dû être toujours des rubans, et non pas des choses imprimées sur une surface blanche qui devient statique et ennuyante. Et ça aurait été magnifique d'avoir ce ruban accompagné de 3 autres rubans qui flottent et qui volent, et non pas de l'avoir découpé en forme ou de l'appliquer sur fond blanc et de l'appliquer sur les vitrines une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, d'avoir fait un logo 400e d'une autre façon, d'avoir les enseignes lumineuses 400e avec des vagues qui est encore autre chose. Donc, il y a déjà une déclinaison différente et c'est ça qui est un peu malheureux. Et vous allez cesser d'enseigner tout ça dès cet automne. Voilà. Ah. Merci beaucoup, Je vous en prie. Un professeur, c'est souvent un mentor pour plusieurs de ses étudiants et je pense que la prochaine lauréate fait partie de cette catégorie d'enseignants, des gens qui savent pousser leurs élèves en faisant abstraction de leurs préjugés artistiques afin de mettre l'ouverture et la connaissance au service de l'art. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans la présentation de la candidature de Mme Ginette Daigneault, qui est la lauréate du prix Carrière en enseignement, qui est professeure à l'Université du Québec en Ottawa, que j'invite à venir me rejoindre. Voulez-vous prendre le micro? Oui. Si ça... Je vais vous poser plus la question. Ça vous convient sans doute un peu plus. Est-ce que vous êtes une artiste ou une enseignante? Et en fait, est-ce qu'il faut tirer la ligne quelque part? Moi, j'ai toujours essayé de ne pas tirer la ligne parce que je ne pourrais pas être un professeur d'autre chose qu'un professeur en art visuel. Je suis professeur en art visuel parce que je suis d'abord une artiste en art visuel et que ça me permet de continuer à vivre dans ma passion. Et donc, de transmettre cette passion-là. Donc, mais je ne pourrais pas être un professeur de mathématiques. Je ne pourrais pas être... Sinon. Il faut pratiquer une forme d'art pour être en mesure de l'exprimer aux autres? Ben, je pense que... et je parle bien en art visuel, parce oui. que je n'enseigne pas autre chose. Mais je pense qu'en art visuel, premièrement, si on veut avoir une certaine crédibilité par rapport devant nos étudiants, il faut qu'on ait une pratique et qu'on ait une pratique reconnue. Et la relation qui s'établit dans l'enseignement, pour moi, c'est une relation de praticien à praticien. Bon, un praticien qui a plus d'expérience. D'où le mentorat. D'où le mentorat. Avec un étudiant, mais qui est un artiste en formation. Et quand je suis devenue prof en art visuel, j'ai fait cette réflexion-là, savoir quelle sorte de prof je voulais être. Bon, on a en tête tous les profs qu'on a eus, puis là, on veut devenir le prof.
Puis je me suis dit, je veux pas être un maître parce que un maître, c'est quelqu'un qui a la vérité et c'est quelqu'un qu'on imite. Et je veux absolument pas retrouver des parties de mon travail personnel dans le travail des étudiants que je supervise. Mais ça doit arriver. Ben, je pense que quand ça arrive, on en parle. On en parle et on essaie de voir, bon, qu'est-ce qui séduit l'étudiant. Parce que nous aussi, je veux dire, moi aussi, je l'ai fait, à un moment donné, imiter un prof ou imiter un artiste qui nous séduit. Et c'est justement ça. Il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui nous séduit exactement. Et une fois qu'on l'a compris, on n'a plus besoin de l'imiter. D'ailleurs, vous avez instauré une manière de critiquer le travail des uns et des autres en groupe. Oui, bien, je trouve que ça fait partie de la formation. Les étudiants ont, dans leur première année, tout de suite, la première session, ils ont un cours de sémiotique de l'image où ils apprennent tout le vocabulaire, puis bien, il faut qu'ils se l'approprient vraiment par la suite et il faut qu'ils soient capables d'analyser le travail des autres étudiants et leur propre travail. Alors, je leur donne une feuille où j'établis des critères et on ne parle que de ces critères-là. Mais ce qui est clairement établi avec les étudiants avant de commencer à faire l'analyse, c'est les critiques, elles sont là pour aider les autres étudiants à pousser leur travail plus loin. On n'est pas là pour démolir le travail. On n'est pas là pour démolir personne, on est là pour aller plus loin et pour y aller ensemble. Et c'est aussi, je pense, quelque chose que les étudiants en arts visuels doivent développer parce que par la suite, quand ils vont avoir terminé leur formation, tout ce qui va leur rester, c'est des amis, d'autres artistes qui peuvent venir faire de l'analyse de leur travail et les aider à avancer. Donc, je pense que c'est un élément essentiel dans leur formation. Donc, est-ce que c'est difficile donc de ne pas orienter justement le travail des étudiants? Oui, c'est difficile. Ça doit être contraignant, en fait, pour le professeur. C'est-à-dire que c'est difficile de pas... Parce qu'on voit le travail d'un étudiant et là, on voit tout ce que nous, on pourrait faire avec ça, là. Tu dis, ah, wow! Tu sais, là, je change ça, sans ça, c'est extraordinaire, mais ça ne nous appartient pas. Donc, il faut être capable de donner à l'étudiant des outils, de le faire réfléchir pour qu'il puisse savoir où lui, il veut aller. Et aussi, dans quel type d'esthétique il veut s'engager. Je pense qu'on en avait parlé à un moment donné où je vous disais, il y a des étudiants qui s'engagent dans une esthétique avec laquelle moi, j'ai absolument pas d'intérêt. J'ai aucune affinité avec cette esthétique-là. Sauf que c'est pas moi qui est en formation, c'est eux. Donc, c'est pour ça que je me fais toujours des grilles d'analyse pour évaluer les travaux des étudiants parce que je ne veux pas les évaluer sur une esthétique, je veux les évaluer sur des objectifs à atteindre. Donc, il y a un travail, on a des objectifs précis à atteindre dans ce travail-là. Les objectifs sont atteints avec des esthétiques différentes. On en parle de ces esthétiques-là. On parle des différents courants, de comment ils s'insèrent dans le milieu de l'art, mais ça leur appartient parce que c'est leur vie, c'est pas la mienne. Et vous êtes considérée comme une spécialiste du dessin et aussi des technologies numériques. Oui. Qu'est-ce que ça a apporté à l'art et aussi à l'enseignement, ces nouvelles technologies que vous avez utilisées dès leur début, d'ailleurs, je crois? Oui, j'ai commencé à travailler avec des ordinateurs graphiques en 1986, je pense. Et j'ai travaillé pour une boîte de post-production vidéo parce que c'était le seul endroit où on pouvait avoir accès à ces systèmes vraiment très, très puissants et où on pouvait faire de l'animation en 3D par ordinateur. J'avais la naïveté de croire que les week-ends, je pourrais retourner pour développer une pratique personnelle, mais après 40 heures de travail sur un projet avec un ordinateur, quand on rentre, on rentre. Alors, on oublie la pratique personnelle. Alors, je l'ai fait pendant 2 ans, puis ensuite, je suis retournée faire une maîtrise, où là, j'ai travaillé avec des ordinateurs moins puissants. Mais les technologies numériques aident l'art à se différencier. C'est une autre façon d'aborder l'art. C'est
Et remarquez que je continue toujours à dessiner parce que je n'arrive pas à me détacher complètement de la matière. Et c'est pas parce qu'on veut oublier la matière, c'est une autre façon de regarder le monde, c'est travailler avec des outils qui nous permettent de créer une forme qu'on ne pourrait pas faire manuellement. Je pense que quand on ne fait que imiter ce qui se fait manuellement, ça donne absolument rien de travailler avec des ordinateurs. Tant qu'à faire de la peinture ou l'imiter, aussi bien faire de la peinture. Tant qu'à imiter de la gravure, aussi bien faire de la gravure. Mais si on veut travailler avec la photo, si on veut faire du métissage de l'image, c'est l'outil extraordinaire. Peut-être en terminant, vous m'avez dit que ce prix, pour vous, c'est un cadeau parce que ça vous a permis de faire le bilan de votre carrière. Oui. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce bilan? Bien, en fait, je pense que pendant qu'on est dans l'action, on ne peut pas faire un bilan, on ne peut pas regarder, les projets se déroulent, on est sur des équipes de recherche, sur des groupes réseaux, le projet se termine, on démarre un autre, mais écrire ce 20 pages qui nous était demandé m'a obligée à m'arrêter puis à regarder d'abord mon CV parce que on l'envoie, on fait des demandes de bourse, on envoie le CV, mais là c'est j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça, puis dans quel esprit je l'ai fait, puis qu'est-ce que je voulais atteindre, puis à un moment donné ça m'a permis de voir que en fait qu'on soit dans un poste d'administration pédagogique ou qu'on soit en train d'enseigner ou pour moi, ma recherche personnelle, ma recherche d'artiste sert autant à mon enseignement que la recherche que je fais pour trouver des textes pour mes étudiants, je m'en sers dans ma pratique puisque j'ai toujours eu la chance d'enseigner ma pratique. J'enseigne contrairement à M. Metz. D'ailleurs, je suis très, très heureuse de partager ce prix en même temps que lui. Contrairement à M. Metz, qui donne des cours à 200 étudiants, qui sont devenus des cours théoriques, moi, j'enseigne dans les ateliers. Alors, je suis toujours dans le territoire des étudiants. Donc, je dis toujours que je marche toujours sur des coquilles d'œufs dans leur territoire parce que je leur demande de prendre des risques, parce que la production artistique, elle se développe à travers les essais et les erreurs. Et si on ne donne pas le droit à l'erreur aux étudiants, on vient de couper le risque. Donc, on les empêche d'innover parce qu'ils vont jouer de façon très sécuritaire à ce moment-là. Madame Daigneault, merci beaucoup. Ben, je vous remercie. Et finalement, je vous dirais qu'il y a toujours, ou presque toujours, parmi les lauréats depuis quelques années, en tout cas une personne qui reçoit un prix, mais en fait, il faudrait, à son avis, accorder le prix à son équipe. À tous ceux et à toutes celles qui l'ont aidé à le réaliser, ce qui lui permet aujourd'hui d'obtenir ce prix d'excellence, c'est qu'il y avait une équipe avec lui. Donc, ce lauréat ne fait pas exception, même si en discutant avec M. Séguin, j'ai bien saisi que sans son leadership, la fusion des catalogues des 8 composantes de l'Université du Québec ne serait pas en voie de devenir un succès. Et alors, pour parler des raisons qui lui ont permis de recevoir le prix d'excellence en gestion volet réalisation, j'invite M. Benoît Séguin à venir avec moi en avant. Monsieur Séguin, vous allez m'expliquer pourquoi vouloir fusionner les catalogues du réseau des universités, c'était un projet qui était vraiment valable et important pour vous. Valable et important pour l'ensemble des bibliothèques. Donc, pas seulement pour vous. Pour l'ensemble des bibliothèques du réseau. Au départ, il y avait une raison économique à tout ça. C'est clair qu'en le faisant, on économisait énormément et ça nous permettait éventuellement de faire d'autres projets auxquels on tenait beaucoup. Alors, notre première étape pour nous, c'était de fusionner nos catalogues, d'implanter un nouveau système commercial. Et si on réussissait dans un délai relativement court, sans avoir à toucher à nos coûts de contingence, on sera en mesure de réaliser une deuxième et une troisième étape. Et pour faire ça, vous deviez, j'imagine, convaincre certaines personnes qu'il y avait ces avantages financiers, puis sûrement pas seulement financiers. Hein. Bien, au départ, je pense de façon générale, le dossier des bibliothèques à l'UQ, c'est
peut-être le dossier réseau qui fonctionne le mieux. On a une habitude de collaboration au niveau des bibliothèques. Alors, déjà au niveau du groupe de direction des bibliothèques, il y avait un consensus. On a obtenu la confiance de nos patrons, on a monté les dossiers. Et à partir de là, on a obtenu, je dirais, un cadre financier avec lequel on pouvait se pendre. Alors, c'était très clair. Nos vice-recteurs... On pouvait se pendre. Oui, on pouvait se pendre. Alors, nos vice-recteurs... C'est rassurant, ça, en commençant. Mais c'était vraiment la réalité. C'est-à-dire que si on échouait, ben, on devait faire une croix sur notre deuxième et notre troisième phase. Et c'est pour ça que le projet était à la fois si emballant et aussi si grugeant. Oui, parce que je pense que il y avait peu de temps. Hein? Vous avez fait ça dans un temps presque record. Quand on met 8 composantes ensemble avec les équipes de 8 universités, 8 mois? 8 mois. C'est... Oui, 8 mois. Et on a mis à contribution le personnel de toutes les bibliothèques, mais dans chacune des bibliothèques, il y avait quand même un pilote. Si on regarde ça aussi au niveau du siège social, il y avait aussi la direction des bibliothèques qui a joué un rôle, je dirais, rassembleur dans le projet. Et à l'UQTR, ben, pour nous, le défi, c'était nouveau pour nous, on avait aussi à héberger le système. Alors, jadis, le système a déjà été hébergé à l'UQAM, ensuite, l'hébergement avait été confié à une firme. Alors, pour nous, à l'UQTR, ben, c'était un défi. Un autre défi qu'on avait, c'était de se constituer une équipe. Alors, on n'avait pas du tout d'équipe système bibliothèque à l'UQTR. Alors, on a eu la main heureuse. On a engagé 2 ressources et 2 ressources qui ont carburé au projet, comme je pouvais le faire, comme mon collègue Claude pouvait le faire. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on est arrivé à s'en sortir. Alors, comment ça se passe maintenant que la fusion des catalogues est faite? Concrètement, qu'est-ce que ça a changé, par exemple, pour les utilisateurs du catalogue des universités? Actuellement, je vous dirais qu'on a un système qui est plus fiable, avec plus de fonctionnalités que celui qu'on avait auparavant. Mais le véritable changement va prendre place en 2009 avec les 2 prochains projets sur lesquels on commence à travailler. On a notre première conférence téléphonique avec notre fournisseur ce vendredi. Donc, on démarre cette semaine la phase 2 et 3 qui vont nous permettre d'implanter 2 nouvelles applications, une application de méta-recherche et une application qui va nous permettre de proposer à notre clientèle une forme de portail intégrateur, un peu à la Google. Donc, un environnement beaucoup plus convivial pour nos étudiants, entre autres, de premier cycle. Mais déjà, est-ce qu'on voit une différence pour les utilisateurs? Actuellement, je vous dirais que l'interface est plus conviviale. Pour notre personnel, il y a plus de fonctionnalités qu'avant. Mais, comme je vous disais, le défi, c'était de rentrer dans ce cadre-là pour nous permettre de faire la phase 2 et 3. Si on avait échoué, tout simplement, on s'arrêtait là. Et pour nous, le sens du changement, c'est vraiment ces 2 prochaines phases-là. Et on espère être les premiers à offrir ce type d'interface au Québec dans les bibliothèques universitaires francophones. Et là, vous avez donc dégagé des marges de manœuvre, ce Oui. qui n'est pas le cas souvent dans les grandes entreprises Oui, publiques. tout à fait. Et qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? Avec le budget collectif qu'on s'était donné, le cadre financier, ça va nous permettre de financer cette phase 2 et 3. Et ça s'est si bien passé que pour une de ces phases-là, d'autres établissements à l'extérieur du réseau de l'Université du Québec vont joindre à nous, dont l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke. Donc, au lieu d'être 8 établissements de l'Université du Québec, nous serons 9 parce que l'UQAM va être associé à un des projets et l'Université de Sherbrooke et l'Université Laval seront avec nous pour le démarrage du projet ce vendredi. Qu'est-ce que c'est l'avantage d'avoir un catalogue qui est disponible partout pour toutes les composantes? Je vous dirais que le principal avantage qu'on regarde il y a 10 ou 15 ans, certains diront que c'est peut-être
aussi notre talon d'Achille, c'est que de plus en plus, les gens se servent de la bibliothèque à distance, souvent sans s'en rendre compte, téléchargent des articles, ayant l'impression que tout est gratuit. Et finalement, les gens disent, oui, mais il y a de moins en moins de gens aux bibliothèques. Alors, on doit faire la preuve au quotidien que le catalogue unique, le catalogue accessible via le web est bien davantage utilisé qu'il pouvait l'être il y a 20 ou 30 ans. Est-ce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens dans les bibliothèques et que c'était comme une nécessité que de se tourner vers cette nouvelle manière de penser et de faire? C'est incontournable. Si on ne le fait pas, de toute façon, les étudiants vont se contenter de Google. Il faut qu'on soit capable de leur offrir une information scientifique, valable, mais avec des outils à la Google. Sans ça, ils vont tout simplement nous ignorer. C'est pour ça que vous allez faire comme Google? Ça va ressembler à Google? On souhaite en faire un outil qui va quand même ressembler à Google avec des temps-réponse exceptionnels et un environnement collaboratif comme on retrouve maintenant dans le Web 2. Et du référencement aussi? Oui, éventuellement, du tagging. C'est des choses qu'on va pouvoir faire avec l'application qu'on compte déployer dans un an. Et est-ce que les utilisateurs vous ont dit qu'ils appréciaient déjà la première phase? Je pense que vraiment les bénéfices sont pour la suivante. Il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des gens qui aiment moins, mais parce qu'ils ne perçoivent peut-être pas nécessairement le pourquoi de ce changement-là. Pour nous, c'était une phase intermédiaire et on l'a toujours vu comme étant une première étape. Alors, quand on m'a parlé de poser ma candidature, j'avais l'impression qu'on avait simplement fait la moitié du chemin. Mais c'était peut-être la plus importante pour réaliser les 2 prochaines phases. Bien, la preuve, c'est que vous avez obtenu le prix réalisation. Il semble, oui. Merci beaucoup, M. Séguin. Merci. Voilà pour les entrevues. Alors, j'invite maintenant M. Moreau à venir compléter les annonces. Bien, moi, M. Moreau, moi, je vais me lever. Donc, au tour maintenant des lauréats de revenir sur scène, si je puis dire. Alors, j'invite peut-être dans l'ordre Madame Laprise, Madame Catherine Laprise de l'UQAC. Dans l'ordre, je m'en souviens déjà plus, ça va bien. Monsieur Jean-Claude Kieffer. Et son recteur. Ah, au secours! À venir recevoir son prix d'excellence. Le prix d'excellence en recherche et création, volet réalisation. On est content? Au tour maintenant de M. Jean-Claude Kieffer et son recteur, de l'oublions pas, le lauréat du prix d'excellence en recherche et création, volet carrière, M. Kieffer. Vous venez avec M. Au tour de M. Frédéric Metz, prix carrière en enseignement, et le recteur de l'UQAM.
Madame Ginette Daigneault, prix carrière en enseignement également, et le recteur de l'Université du Québec en Outaouais. Et Monsieur Benoît Séguin, prix d'excellence en gestion volet réalisation de l'UQTR. Voilà, félicitations à tous les lauréats.